Quand c'est bien fait, ça vous ouvre des portes à des financements de business infinis derrière, même si tu as 1 million à la banque. Ils vont pas ouvrir ton compte bancaire et regarder tes 1 million. Ils s'en fichent de tes 1 million. Ils s'en fichent de ça. Ils veulent voir les documents des tax returns. Les documents sont la clé. L'immobilier, c'est un véhicule ici que tous les riches et les milliardaires utilisent pour ne pas payer littéralement des taxes. Yeah. Lorsque vous avez une collection dans votre profil de crédit, ne payez pas le montant. Il est illégal pour ceux qui ont acheté de collecter auprès de vous. On sait avec les financements de business, le profil de crédit est plus important que ton score. Oh yeah, absolument. Boum, bonjour la famille, Happy New Year 2026. Bienvenue dans un autre épisode de la famille. Je suis ici avec mon co-host, Mr. Somé, d'accord, la légende du crédit et les taxes ici aux États-Unis. Mon nom c'est Mamadou Lamine Diallo, la famille, développeur immobilier, investisseur immobilier temps plein ici aux États-Unis. D'accord, donc aujourd'hui on vous revient, comme c'est la saison des taxes, on vous revient avec un autre épisode et on va exactement adresser l'importance des tax returns aux États-Unis. Comment est-ce que dans notre communauté, puisque, d'accord, on a une compagnie qui aide les petits business et les individus aux États-Unis à accéder à des gros financements de business, d'accord, et aussi derrière, on aide les gens, d'accord, dans des domaines comme l'investissement immobilier ici aux États-Unis. Et un des véhicules et une des ressources qu'on peut utiliser ici aux États-Unis pour débloquer toutes ces ressources derrière, ce sont les tax returns. Et c'est aussi le plus gros souci avec notre communauté, dans la communauté africaine de tous les dossiers qu'on a, c'est que les tax returns sont toujours mal faits. Les gens font mal leurs tax returns, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ne sont pas informés, surtout en français. Ils ne sont pas du tout informés de comment ça doit fonctionner et à quel point que leur tax returns vaut de l'or quand c'est bien fait. Ça vous ouvre des portes à des financements de business infinis derrière et ça vous ouvre des portes à accéder à des choses comme l'immobilier par exemple. D'accord? Donc, je vais laisser mon business partner ici, Somé, se présenter d'abord et après on va rentrer dans le but du sujet. Bonsoir Mamadou, comment tu vas? Comment tu vas? Alors, moi c'est M. Somé Baponkoun, spécialiste de crédit, tax professional et spécialiste de financement des petites entreprises. Et nous sommes encore ici pour une très belle épisode. Yeah. Et aujourd'hui, nous allons vraiment adresser la question cruciale des taxes et des fiscalités et au niveau des entreprises et au niveau des individus. Yeah. Merci mon frère pour cet épisode et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Yeah. Je sais que les gens attendaient ceci parce qu'on a trop de demandes en privé. D'accord, la famille? Donc, on a des retours. On va essayer de vous donner un épisode par semaine. D'accord, la famille? Mais anyway, mais donc, les tax returns. D'accord, on est en pleine saison. Il est presque février ici. C'est quoi déjà le dernier jour pour faire les tax returns? Les tax returns officiellement ont commencé le 26 janvier 2026 et le dernier délai pour les taxes, c'est le 15 avril 2026. Ok, super. Donc, avec tous les dossiers qu'on a déjà aidé à accéder à des gros financements de business, le premier souci, à chaque fois qu'ils viennent chez nous, dès qu'on doit faire ce qu'on appelle tax audit pour regarder leurs tax returns dépendant de leur objectif, je vois ta tête qui fait « Oh mon Dieu ». Donc, explique un peu déjà c'est quoi les tax returns pour quelqu'un même qui ne connaît même pas. Peut-être, la personne vient d'arriver ou bien ils sont ici depuis très longtemps, mais pour eux, ils connaissent même pas. Donc, explique un peu, qu'est-ce que c'est même que les tax returns aux États-Unis? Alors, les taxes ou la fiscalité de façon générale, c'est, en anglais, on dit « tax is a liability ». C'est une dette qu'un individu doit payer à l'État, doit payer à une commune ou à l'État fédéral. Et sur quoi l'individu doit payer? Sur son salaire, qu'on appelle taxe sur les salaires. Et les petites entreprises doivent payer des taxes sur les revenus des entreprises. OK. Donc, si j'ai, par exemple, un magasin africain, on a beaucoup de business owners qui sont venus chez nous, salons de coiffure. Dans notre communauté, quels sont les business qu'on voit le plus? Je sais qu'il y a beaucoup de salons de coiffure d'office. Oui, définitivement. Les gens dans les camions. On a les gens qui font la logistique qui sont dans les camions. On a les gens qui font effectivement les salons de coiffure, les restaurants, les magasins d'habits et surtout le e-commerce. OK. Alors donc, la communauté est très, 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 très riche de small businesses et nous voulons apporter cette lumière-là pour que les gens ne fassent pas les erreurs lorsqu'ils vont pour faire les déclarations des taxes. OK. Bon, la première erreur que je vois déjà beaucoup, même avec les gens qu'on a aidés à aller se qualifier pour de l'immobilier, c'était qu'ils ramènent des revenus, mais ils font que déclarer des pertes et des pertes et des pertes. Donc, tu as 200 000 de revenus qui est rentré, mais à la fin, quand on regarde les tax returns,
tu as ramené à la maison que moins 13 000. Tu es à moins 13 000. Et aussi, on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui sont inventées sur les tax returns des gens qui n'existent même pas, juste pour les aider à des fins de se faire rembourser par le IRS et tout. Explique un peu comment ça pénalise. Commençons par la personne qui a un petit business. Et peu importe le petit business, by the way, même si tu as un business en ligne, d'accord, que tu as un e-commerce, tu n'as pas forcément un brick and mortar. Un brick and mortar, c'est si tu as un magasin physique, par exemple. Ça, c'est un brick and mortar. Mais même si tu as un e-commerce, si tu ramènes des revenus, tu fais que déclarer des pertes, à la fin, tu es à moins je ne sais pas combien. Explique un peu déjà certains des fausses déclarations qu'on a vu beaucoup sur les tax returns, ça c'est un. Deuxièmement, comment ça pénalise aussi derrière quand on veut accéder à des gros financements de business, 200 000, 400 000, 500 000 pour notre business, pour agrandir, investir plus dans le marketing, engager plus de personnes, au lieu d'avoir un seul magasin, peut-être ouvrir une dizaine de magasins. Comment ça affecte derrière ça? Alors, commençons par le funding. OK. Lorsque une entreprise veut lever des fonds, la banque a 4 ou 5 différentes possibilités de vous lever des fonds. La première façon, c'est de voir votre crédit et vos revenus. Si vos revenus sont énormes, sur la base de ça, on peut immédiatement vous faire des grosses levées de fonds. Mais le revenu n'est pas le profit. Yes. Donc, du coup, la banque veut voir tes documents de taxes pour voir si tu as réalisé un chiffre d'affaires de 200 000. Après tes dépenses, quel est le profit que tu as? Et généralement, les taxes sont payées sur le profit. Pour ne pas payer les profits, ou du moins pour ne pas payer les taxes, les gens ne veulent pas présenter un résultat positif. Du coup, tu vas dire à ton préparateur de taxes, à ton spécialiste de taxes, et souvent, les small business owners ne sont même pas au courant. Oui. Le spécialiste des taxes va augmenter tes dépenses de sorte qu'au lieu de faire un profit, tu déclares une perte. Yes. Tu peux déclarer une perte la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Yeah, là, ça devient un problème. Là, ça devient... aux yeux de la banque, c'est littéralement pourquoi tu es en business. Exactement. Parce que ça veut dire que toi, tu n'es jamais profitable. Tu fais que perdre de l'argent. Donc, quand tu vas à la banque, ils ne vont pas ouvrir... Même si tu as 1 million à la banque, ici aux États-Unis, ils ne vont pas ouvrir ton compte bancaire et regarder tes 1 million. Ils s'en fichent de tes 1 million. Ils s'en fichent de ça. Ils veulent voir les documents des tax returns. Les documents sont la clé. Les documents parlent plus que ce que tu as en réserve. Est-ce que tes chiffres sont corrects sur les documents des taxes? Si moi, j'ai 200 000 $ de revenus et que je déclare que je fais des dépenses de 50 000, j'ai un profit de 150 000. Sur les profits de 150 000, lorsqu'on me demande mes taxes à payer, si je paye 5 000 ou 10 000, la banque me prend au sérieux. Yeah. Parce que mes chiffres sont corrects et je paye. En effet. Lorsque quelqu'un a 200 000 et qu'il dit j'ai dépensé 205 000, on déclare une perte de 5 000, la personne a 0 taxe à payer. Yeah. Et lorsque vous avez votre numéro de EIN number, qui est le Employer Identification Number, ce numéro est directement attaché à ta Social Security. Dès lors que la fiscalité, l'ARS, Internal Revenue Service, lorsqu'il regarde dans ton record d'état social et de ton entreprise qu'il n'y a pas de taxes payées, ça lève des soupçons. Yes. Automatiquement, ils vont commencer à faire des investigations et ça peut te pénaliser à l'avenir, non seulement auprès des banques pour la levée des fonds, mais aussi auprès de l'administration fiscale qui peut demander un audit. Et l'audit, on peut retracer 3, 4, 5 ans en arrière et ça va te coûter de la quinine. Yes. Il y aura des grosses pénalités. Et ça arrive à beaucoup de gens qui se retrouvent où ils doivent maintenant déclarer faillite parce qu'un jour à l'autre, le IRS vient frapper à la porte et tu dois des sommes que tu n'as même pas mis l'argent de côté pour payer cela. Maintenant, une des choses, je me rappelle un des dossiers spécifiquement, je sais qu'on en a plein. Mais un spécifiquement, par exemple, il n'a jamais eu de business de loan care. Loan care, c'est le business de tondre le gazon. Mais le professionnel qu'il a engagé pour faire ses taxes a déclaré sur ses taxes à lui comme quoi il a un business de loan care et que ce business a tellement fait de pertes qu'il est complètement, je pense, moins 9 000 ou moins 12 000. Yes. Et du coup, ça lui a bloqué toutes les portes du financement derrière de l'immobilier. Exactement. OK. Si moi, je vais chez un taxe professionnel et ils mettent ça, parce que quand on lui a dit, il ne savait même pas. Il n'a pas lu ses tax returns. Ou bien il ne sait même pas comment lire. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, by the way,
de ce côté-là, parce que tes taxes, tu es responsable quand même. Oui. Right? Si je vais chez un professionnel, je te dis fais mes taxes, tu files les taxes et tu mets ce que tu veux là-bas juste pour que je sois remboursé des miettes. Si jamais il y a un problème, est-ce qu'on vient chez le professionnel ou bien on vient chez moi? On vient chez toi. OK. On vient chez toi parce que ce sont tes taxes à toi. Yeah. Alors, la question que tu poses en tant que tax professionnel, je ne peux pas blâmer seulement les taxes professionnelles, mais je peux blâmer les deux. Qu'est-ce que nous faisons? Ou du moins, qu'est-ce que nous avons constaté sur les taxes des autres? Quand quelqu'un vient te voir, il dit Monsieur Sommet, je veux faire mes taxes, mais fais tout pour que je gagne beaucoup d'argent. Fais tout pour que je gagne beaucoup d'argent. Yeah. C'est vraiment ça en plus. Alors, si moi je sais que je vais marmailler, comme le disent les Ivoiriens, je vais trafiquer, je vais gonfler les chiffres et tu vas te retourner avec 5 000, 7 000 dollars, mais tu me payes une commission si c'est 7 000. Exactement. Je ne m'occupe pas de ce que je mets dans tes documents, mais je vais voir combien moi je vais gagner. Ouais. Donc, 99% des tax preparers, souvent, c'est les clients qui leur disent « je ne veux pas payer ». Fais tout ce que tu peux faire. Ouais, en effet. Maintenant, est-ce que de façon honnête et de façon professionnelle, un tax preparer doit suivre ce que le client dit? Je dis absolument non. Parce que le tax professionnel, dès que nous faisons les taxes et que nous signons les documents, nous sommes aussi responsables. On peut auditer et enquêter sur nous. Et ce que nous faisons en tant que préparateurs de taxes, nous allons demander aux clients tes dépenses, tes entrées. Nous voulons que tu signes un document pour attester que les données que tu nous donnes sont vérifiables et correctes. S'il y a un audit, l'État ou le domaine fiscal pourra avoir les justificatifs avec toi. Tes reçus pour tes dépenses, ceux qui sont dans le camion, les dépenses pour les réparations, les reçus pour le carburant, les reçus d'approvisionnement. Donc, tout ce qu'il y a comme dépenses, si tu as des preuves, nous te faisons signer un document. Et dans le document, tu attestes que, monsieur le préparateur des taxes, les chiffres que je vous donne sont corrects. Yeah. Et je signe, je m'engage à accepter un audit quelconque qui vient de l'État. Okay. Et dès lors que tu signes, la responsabilité est à 100% à toi. Mais moi, en tant que professionnel de taxes, ma conscience peut me gronder. Je vais dire, non, je n'aurais pas dû mettre sur les taxes de cette personne qu'il était un mécanicien alors qu'il n'a jamais attrapé une clé. Et on a littéralement vu ça. Oui. On a littéralement vu ça. C'est ça quelqu'un qui travaille comme agent de sécurité, qui se retrouve dans ses documents de taxes être détenteur d'un business fictif. Fictif, exactement. Juste parce qu'on veut augmenter les dépenses et ne pas lui faire payer trop de taxes ou bien lui faire gagner de l'argent. Yep. Et maintenant, il est financièrement bloqué. Il a été remboursé des miettes. Exactement. Littéralement de l'argent, 5 000 dollars, 2 500 que vous pouvez rien faire avec. Maintenant, il veut aller acheter de l'immobilier. Il est complètement bloqué. Et à ce moment-là, donc, dis-moi un peu, ça c'est une très bonne question. Quelle est la différence entre réduire légalement tes impôts et frauder, où beaucoup de gens se trompent en fait? Parce que réduire légalement et frauder, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'il y a des véhicules légaux. Totalement. Ok. Oui, si tu es un professionnel des taxes et que tu es dans l'investissement immobilier, tu peux utiliser les investissements immobiliers et réduire les taxes que tu dois payer à l'État. Et d'ailleurs, l'État même va te reverser de l'argent. Yes. Donc, nous encourageons les gens à investir dans l'immobilier ou à se rapprocher de l'immobilier. C'est un véhicule ici que tous les riches, les milliardaires utilisent pour ne pas payer littéralement des taxes. Yeah. Si tu vas sur le code de taxes fiscaux aux États-Unis, tu vas voir qu'un des premiers véhicules qu'ils récompense pour déduire tes taxes, c'est l'immobilier. Donc, si tu as l'immobilier locatif spécifiquement, l'immobilier locatif, comme c'est des revenus passifs, si moi j'ai un salon de coiffure qui ramène beaucoup de cash et les profits que je ramène là, je les roule sur un building de 6 unités, 4 unités, 5 unités, 10 unités, peu importe, je peux maintenant déduire mes taxes côté actif qui est
le cash que les salons parce qu'un business ramène beaucoup de cash. Et maintenant, puisque j'ai ce building-là, avec un financement là-dessus, je ne paye pas de taxes sur je peux aller gagner beaucoup d'argent dans mon business des salons et boum. Je ne paye pas de taxes légales, mais maintenant, quand je retourne à la banque avec les documents, ça montre aussi que je suis une personne qui investit. Ce n'est pas juste une personne qui invente et qui fait que déduire et je suis juste financièrement irresponsable. C'est ça la différence entre ces deux-là. Donc, comment les déclarations d'impôts sont utilisées par les banques pour aider quelqu'un à accéder à des financements de business? Donc, un business owner, veut accéder à 500 000. Comment est-ce qu'ils utilisent les tax returns pour... Alors, d'abord, pour se rassurer que ton business n'est pas en faillite, que ton business ne fait pas des pertes et que si on te donne le montant que tu demandes, ton business est en mesure de rembourser. Alors, en regardant tes documents financiers, nous qui sommes spécialistes de déclarer des pertes, lorsque le banquier voit déjà que ton salon de coiffure déclare des pertes, ils vont être hésitants à te donner de l'argent. Yeah. Alors, comme tu viens de le dire dans la question précédente, si je suis un salon de coiffure, je rapporte 500 000, je vais déclarer mes taxes en montrant un profit de 200 ou 250 000. Ces 250 000, je vais les utiliser, acheter un terrain ou bien un immobilier que je vais mettre en location. Okay. Immédiatement, dans mes documents de taxes, je vais montrer mon profit et en même temps, je vais montrer que je suis détenteur d'un bien immobilier. Du coup, les taxes que je devais payer sont totalement parties et je suis investisseur. La banque va voir que je suis profitable et immédiatement, on va te débloquer les sous. On te débloque les sous de 3 manières. Premièrement, si tu as un bon crédit, ça joue beaucoup. On peut te donner ce qu'on appelle line of credit, business line of credit. Une ligne de crédit. Une ligne de crédit sur le business. Yes. On peut te donner le business loan en même temps et on peut te donner le business credit card. Donc, les business line of credit, c'est uniquement sur la base des documents des taxes. Okay. Business line of credit, si le montant est moins de 25 000, pas de document de taxes. Mais si tu vas au-delà, pour certaines banques, si tu vas au-delà de 50 000, on te demande les taxes de 2 années. Yes. Et si tes taxes sont mal faites, c'est mort. C'est mort. En effet. C'est mort. En effet. Donc, pour nos entrepreneurs, surtout celles qui manipulent beaucoup de cash, parce qu'elles déclarent le montant qui les vient en tête. Yes. Elles ont peur de payer les taxes. Yes. Les taxes, c'est l'ami des banques. Il y a un dicton aux États-Unis qui dit que la banque et les IRS, qui est le bureau des impôts, sont cousins. Absolument. Sont cousins. Yeah. Absolument. Si tu payes tes taxes, les banques t'aiment. Yes. Les banques te décaissent. Mais si tu fais des pertes que tu ne payes pas de taxes, les banques ne vont pas aussi décaisser. Yeah. Et il y a la crédibilité d'abord de ton business. Qui est très, très important. Est-ce que ton business paye et déclare des taxes trimestriellement? Si chaque trimestre, tu fais ton bilan et que tu verses ta part d'impôt, immédiatement, les banques sont ouvertes pour toi. Mais si tu ne déclares pas tes taxes trimestriellement, annuellement, tu déclares des faillites, là, il y a un problème. Yeah. Et j'ai aussi vu une des erreurs, c'est dans notre communauté, les business owners. Par exemple, un des business owners qui est venu vers nous, il veut des financements de business. Il est dans les alentours de 300 000 de revenus. Littéralement, pas annuel, littéralement. Il fait ça, je pense, d'une manière mensuelle parce qu'il fait des transferts d'argent, je sais pas quoi. Yeah, mensuel. Mais il reçoit tout ça dans son compte personnel. Je vois aussi beaucoup d'erreurs avec ça où ils n'ont pas de compte de business parce que, OK, on parle des tax returns, mais j'étais aussi entendu dire tout de suite là qu'ils peuvent aussi utiliser maintenant tax returns en plus des bank statements, mais si ça vient du business, pour débloquer des capitaux infinis pour agrandir ton business. Tu peux parler un peu de cette erreur-là, comment les small business owners aussi doivent arrêter de recevoir leur argent dans leur compte bancaire? Aujourd'hui, si quelqu'un que je ne connais pas me dit, Monsieur Sommet, je veux faire mes taxes de business, je vais lui demander les bank statements. Yes. Les relevés bancaires de 12 mois de ton business. Ça seulement, ça me dit tes entrées et tes sorties. Si par erreur, l'argent de ton business va dans ton compte personnel, on ne pourra pas utiliser tes relevés bancaires, non seulement pour voir tes entrées, mais en plus de tes entrées, pour voir les déductions, les dépenses. Yes. Et les dépenses aussi, on va les catégoriser en fonction des dépenses que tu fais. Voilà, il y a des dépenses dans de telles catégories et de telles catégories et de telles catégories. Okay. Donc,
pour tous ceux qui sont business owners, n'ayez pas peur. Mettez tout votre argent dans un business account. Peut-être business saving comme business checking. Utilisez le business debit card ou business credit card pour faire les dépenses liées au business. Là, ça vous permet de faire une comptabilité très facile. Yes. Donc, ne pas mettre l'argent du business dans le compte personnel, ne pas utiliser l'argent du business pour des dépenses personnelles telles que les condiments et autres. Yes. Et pourtant, il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui ramènent beaucoup de cash flow et vraiment, ils ne savent pas qu'il y a des fonds illimités qui les attendent si seulement ils sont bien structurés. Parlant de ça, bien structuré, un des business qu'on a eu, il a bien un business de restauration, si je ne me trompe pas. Mais l'erreur qu'il a fait, donc il a acheté un business qui existe déjà. Ça, c'est une autre chose qu'on va parler vers la fin. Et au lieu de garder le LLC où le business était avant, tu te rappelles? Je comprends. Il a créé un nouveau LLC. LLC, pour les francophones, c'est Société à responsabilité limitée. C'est l'équivalent. Aux États-Unis, on appelle ça un LLC. Il a créé un nouveau et du coup, il a pris une entreprise qui a déjà, je pense, 5 ans. Au plus, mettre cette entreprise au nom d'un nouveau LLC, malgré qu'il ramène, je crois, c'est une histoire de 50 000 le mois. Quand on lui a ramené pour lui obtenir des gros business lines of credit, des lignes de crédit de business, il s'est fait refuser parce qu'ils ont dit, mais ton business, il est trop jeune. Il est neuf. Pourtant, le restaurant a 5 ans. Exactement. Mais l'erreur qu'il a fait, donc explique un peu la structure pour ces cas de figure ici. Qu'est-ce qui est mieux au lieu de créer un nouveau LLC pour le déblocage des fonds aussi? Qu'est-ce que les gens ils doivent savoir de ce côté-là? Alors, ce que tous les business owners doivent comprendre, c'est que les banques sont dans un business de ne pas perdre, de ne pas prendre des gros risques. Du coup, des statistiques ont montré que les nouvelles entreprises qui se créent font faillite avant 5 ans. Lorsque tu as une nouvelle entreprise, la banque est méfiante et elle ne va pas t'ouvrir tout son portefeuille. Mais une entreprise qui a résisté toutes les tempêtes des 5 premières années est une entreprise solide. Yes. Du coup, lorsque vous avez une entreprise que vous avez achetée, ce qui est très possible aux États-Unis, vous pouvez acheter une entreprise de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Si vous achetez, la documentation est précieuse. Il ne faut pas faire la documentation comme vous êtes nouveau propriétaire en 2026 sans tenir compte de l'existence de l'entreprise 5 ans ou 7 ans en arrière. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est qui vous accompagne, vous aide à structurer et vous allez bénéficier de la nouvelle entreprise en 2026, mais avec l'âge de 5 ans. Et là, ça rassure les banques ouvrent les portes. Ok, tu viens de dire quelque chose de très, très important. Comme les banques n'aiment pas les nouveaux business, ça veut dire une entité qui vient d'être créée. C'est comme si, pour la banque, la famille, c'est comme si moi, j'ai un enfant de 1 mois ou un jour et je prends $10 000 et je dis à l'enfant, au bébé d'aller gérer ces 10 000 là. Pour eux, si tu crées une nouvelle entité, tu es encore bébé, donc tu dois faire ce qu'on appelle season. Tu dois laisser l'entité season. Donc l'entité doit grandir, commencer à marcher, être un peu plus responsable. En règle générale, ils veulent voir 1 an plus, vraiment si tu veux obtenir des gros financements de business. Donc aux États-Unis, idéalement, au lieu de créer un nouveau LLC, et maintenant tu dois attendre que ça prenne de l'âge, 1 an, 2 ans, juste pour l'âge. Qu'est-ce qui est mieux de faire au lieu de faire ça? Parce qu'aux États-Unis, il y a une technique d'éviter ça et de se projeter déjà. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai envie de commencer, je sais pas moi, d'ouvrir mon entreprise de trucking. Au lieu d'aller créer un nouveau LLC pour faire ça, qu'est-ce que je devrais faire pour me projeter déjà niveau âge que les banques aiment? Il y a ce qu'on appelle les Age Shelf Corporation. C'est des entreprises qui ont 3, 4, 5, 6 ans d'âge que des avocats ont déjà nettoyés, qui ont pris le temps de positionner les entreprises que vous pouvez acheter. Et ce que nous faisons, on fait le transfert des titres de propriété. Vous héritez de l'âge de 5 ans, de 10 ans de cette entreprise et vous êtes propriétaire dès le premier jour et l'entreprise a déjà 5 ou 7 ans. Cette technique est la meilleure technique utilisée et tous ceux qui vont lever des 500 000, 600 000, 700 000 $, ils ne le font pas avec des nouveaux LLC. C'est pas possible. Ils font toujours avec 2 Age Corporation, 3 Age Corporation et la banque finance le premier, le deuxième et le troisième. D'ailleurs, si ton LLC a moins de 1 an, disons dans les 9 mois,
tu peux aller lever que dans les 35 000, 50 000. Ça limite Yeah, beaucoup. tu dois dépasser donc les 8 Shelf Corp, tu dis. OK. Maintenant, pour les individus aussi. Ça, c'est les personnes, on a beaucoup de ça aussi. Je travaille depuis 2 ans. Maintenant, j'ai envie d'acheter mon premier bien immobilier et j'arrive pas à me qualifier. Ils me disent qu'il y a un problème avec mes tax returns. Là, c'est pour les gens, les individus qui n'ont pas de business. Ces côtés-là aussi, je sais que c'est exactement la même erreur, mais quels sont les cas de figure que tu as vu beaucoup dans notre communauté et comment éviter et quelle est la meilleure manière d'ailleurs de faire les taxes aussi, tu vois, de faire les taxes en sorte que tu sois maintenant sur papier finançable en fait. Que tu veux acheter un bien immobilier ou bien juste accéder à des financements de business derrière, comment est-ce qu'il devrait approcher ça? Alors, que tu sois un docteur, un avocat, un travailleur à l'usine ou dans un restaurant, tu es payé par salaire. Yes. Et ce salaire, à la fin de l'année, tu vas avoir un résumé de toutes tes recettes annuelles. Ce document s'appelle le W-2, qui est le Wages Statement. Le W-2 résume tout ton salaire qui t'a été versé du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Ce document va dire tu as eu $80 000 l'année, $120 000 l'année. Du coup, en déclarant tes taxes, c'est ce montant exact que tu dois mettre. Et si tu mets ce montant, souvent, dépendant de ton statut social, si tu es célibataire, tu peux payer beaucoup plus de taxes que si tu es marié. Si tu as des enfants, tu as beaucoup plus d'avantages parce qu'il y a des déductions et des crédits qu'on donne pour les enfants. C'est pour ça que les gens louent des enfants. Absolument. Et là, c'est un point important sur lequel je vais insister. Nous sommes dans un ère où l'immigration actuellement est extrêmement turbulente. Nous sommes dans un ère où l'administration est en train de traquer. S'il vous plaît, ne commettez pas d'erreur de fraude sur vos déclarations fiscales. C'est un des arguments que cette administration utilise pour traquer les gens. Je vous donne un exemple simple. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont venus accoucher ici et les enfants vivent en Afrique. Le numéro de Social Sécurité que ces enfants ont obtenu, il les donne cette année à telle personne. Il déclare ses taxes. On lui donne $2 000 par enfant. Il enlève une partie, il envoie à la maman en Afrique. L'année suivante, il ne s'est pas entendu avec la même personne. L'enfant, il va donner encore l'enfant à quelqu'un d'autre. Ça, donc tu peux louer un enfant comme tu loues un appartement. C'est comme si on louait un enfant. C'est incroyable. Et il y a des gens qui sont à la recherche des enfants pour faire les taxes. C'est une erreur très grave. Très grave. Parce qu'il y a un record de traçabilité. Est-ce que l'enfant va à l'école? Dans quelle école l'enfant va? Est-ce que l'enfant habite avec vous à la même adresse? Parce que ce qu'il faut comprendre, légalement, pour déclarer un enfant dans vos taxes, il faut que l'enfant vive avec le parent sous son toit à la même adresse pendant minimum 6 mois durant l'année. 6 mois de façon continue. Pas venir chez moi et repartir. Mais de façon continue. Pendant 6 mois. Et vous devez être à mesure de prouver ça. Oh, l'enfant, il va dans telle école à côté de moi, il vit chez moi et il va à l'école. L'enfant, il va dans telle garderie, il vit chez moi et il va là. Lorsque tu vis au nord et que l'enfant vit au sud, ou tu vis dans un autre état et que tu prétends que l'enfant a fait 6 mois chez toi et que l'administration est capable de vérifier à l'école de l'enfant que l'enfant ne s'est pas absenté pendant 6 mois, you can be in big trouble. Ça peut causer de sérieux problèmes. Surtout avec cette administration ici en 2026. C'est un appel que nous lançons à notre communauté. Faites très attention. Celui qui prépare vos taxes, il doit vous éduquer. Et vous aussi, vous devez comprendre ce qui est dans vos taxes. Parce que ne soyez pas surpris qu'on mette que vous avez un business de mécanicien alors que vous travaillez dans le domaine de la santé. Mais tout ça, il faut éviter de dire aux gens, faites mes taxes, faites tout pour que j'ai beaucoup d'argent. C'est vous qui poussez les préparateurs de taxes à faire de la fraude parce que vous leur donnez des instructions. J'ai même remarqué qu'il y a certaines compagnies qui font des taxes dans nos communautés, surtout à New York, dans les zones où il y a beaucoup d'immigrants en fait. Et ils visent les immigrants comme clients, d'accord ? Et comme ils présument que tous les immigrants pensent de la même manière, quand tu rentres dans leur bureau pour faire tes taxes, ils ne te posent même pas la question. Ils ne posent même pas de questions. Ils assument déjà
Ils mettent que des toi charges aussi, immédiatement. voilà, directement. Ils savent déjà que la manière... Mais c'est que quand j'y pense, right? Quand j'y pense, c'est tellement financièrement pas intelligent. Parce que imagine, je fais ça. Et à la fin de l'année, le ARS me rembourse $5,000. Maintenant, derrière, je dis, OK, tu sais quoi, j'en ai marre de travailler 16 heures du temps. $5,000, by the way, la plupart des gens les dépensent en 3 jours. Right? Ou bien même 10 000, ou peu importe. Maintenant, je reçois une petite somme qu'on me rembourse. Hold on. 5 000, 10 000. Je fais les déclarations des taxes. Yeah. Les gens reçoivent $400, Ah, tu vois? $1 000, $2,000. Très rare. Donc là, je suis généreux. Tu es trop généreux. Trop généreux. OK, je vais être généreux. Imagine $5,000. Oui, Quel business en 2026 déjà je peux commencer avec $5,000? Il pratiquement n'y en a rien. pas, pratiquement rien. Il y en a pas. Littéralement, même dans les pays les plus sous-développés en Afrique, souvent, tu ne peux pas commencer avec $5,000. Non. Ça, c'est un. Deuxièmement, si je reçois $5,000, garanti, la plupart des gens le mangent vite. Mais derrière maintenant, OK, je suis aux États-Unis. On connaît la réalité des États-Unis. La plupart des gens travaillent 15 heures, 16 heures. On a vu des gens qui ont acheté une toute nouvelle maison, qui dorment même pas à la maison. Yes. Maintenant, ils font Uber et ils ont aussi un travail à l'hôpital juste Yes. pour payer le mortgage. Yes. Right? Donc maintenant, tu dis, j'en ai marre de travailler 16 heures du temps. Et la personne la plus taxée aux États-Unis, c'est l'individu qui travaille. Like, littéralement, quand tu as un travail temps plein, W2, pas le business owner, right? Et je dis maintenant, OK, je viens de comprendre un peu le système. Je me rends compte que je dois entreprendre aux États-Unis, quand même, à côté, je dois toujours avoir un business, right? Extra stream of income. Maintenant, je dis, je vais aller, OK, je vais ouvrir tel business. Et j'ai besoin de 50 000. Et boum, je vais là-bas avec mes documents. Et à cause de 5 000 que j'ai déjà mangé en 2 jours, on me ferme les portes devant le nez. Parce que c'est vraiment ça. Là, je me fais du mal derrière par le système ici. Parce que je crois qu'un des gros soucis qu'on a souvent, c'est les gens sont ici physiquement, mais mentalement, j'ai l'impression qu'ils sont encore bloqués dans un système d'un pays où ils vivaient avant. Parce que si je rentre aujourd'hui, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire ou bien en Guinée, techniquement, je devrais adapter mon mindset pour opérer avec le système ivoirien ou le système guinéen, la manière dont l'infrastructure financière est là-bas. Et ici aux États-Unis, j'ai l'impression que notre communauté, c'est le déclic à cause du manque peut-être d'enseignement. Mais ce côté-là, frère, quels sont... Bon, bien sûr, engager la bonne personne. Parce que techniquement, si toi, tu veux dans l'immobilier, tu devrais engager quelqu'un qui peut-être s'occupe des professionnels qui sont en immobilier, right? Donc, comment est-ce que notre communauté doivent peut-être un peu plus faire leur devoir sur la personne qu'ils engagent? Ou bien, parce que je sais que dans notre académie, l'un des premiers cours, c'est quoi? Les tax returns. Yes. Tu dois pouvoir lire tes tax returns, comprendre les tax returns. Et comme ça, c'est pas juste, tu viens de dire quelque chose de très important et j'aimerais même que tu étendes là-dessus. C'est pas juste file tes taxes. Yes. C'est t'éduquer. Yes. Comme ça, la prochaine fois, tu sais comment le lire. Absolument. On a des gens qui vont juste remettre leurs documents et puis partir. On va finir les taxes, ils ne vont jamais jeter un coup d'œil sur ça pendant toute l'année. Et c'est souvent lorsqu'ils veulent acheter une maison ou bien quand ils veulent aller à la banque, quand on leur demande ce document, qu'ils se rappellent que je n'ai même pas récupéré ce document avec le professionnel. Et là, on appelle les professionnels, c'est mort, ils décrochent plus. Ils décrochent même plus. Hein. Voilà. C'est vrai en plus. Donc, le conseil, c'est que chacun doit prêter beaucoup attention à la déclaration fiscale que le professionnel fait. Il faut savoir choisir avec qui travailler. Nous sommes ouverts pour les audits des taxes antérieures. Ensuite, pour aider les gens à déclarer correctement les taxes cette année, on a carrément un service de fiscalité pour les personnes, les individus et aussi pour les entrepreneurs. Donc, prenez attache avec nous. On va vous aider à lire les taxes antérieures et aussi à préparer vos taxes cette année. Donc, du coup, prêtez attention à qui d'abord fait vos taxes. Une leçon que je veux donner aux gens. Si vous voyez des gens qui viennent juste faire les taxes de février à avril et après ça, ils disparaissent, ils sont en Afrique toute l'année. Si toutefois, il y a une difficulté avec l'ARS, qui va vous aider? Et ici aux États-Unis, je pense bien que c'est 10 ans. Ils peuvent retourner 10 ans en arrière pour des crimes. Ils peuvent faire... C'est un des crimes les plus graves aux États-Unis que tu peux jouer avec. Ils peuvent faire un audit sur les 10 dernières années de comment vous avez déclaré vos taxes et ils peuvent traquer tout ça sur vos comptes bancaires. Donc, c'est important que chacun comprenne qui fait ses taxes, qu'est-ce qui est mis dans les taxes et surtout que cette période des taxes ne soit pas vue que
comme une période de loterie. De loterie, exactement. Parce que des les gens sont excités. Les gens sont tellement excités c'est comme si les gens ne peuvent jamais avoir $1,000 ou $2,000 si ce n'est pas en période de taxes. Mais c'est le cas aux États-Unis parce que tu as bien remarqué quand on regarde, par exemple, on a le département qui aide les gens, qui les consulte à réparer leur crédit. Donc, on a ce département-là. La première des choses que tu vois, c'est que les gens vivent sur les cartes de crédit. Parce que même, d'ailleurs, il faudra qu'on adresse ça un peu parce que j'aime trop un des cours que tu as fait dans notre académie qui est sur le budget. Comment les gens ne comprennent pas que les cartes de crédit réellement, surtout les cartes de crédit personnelles, c'est fait normalement pour t'aider, pour ouvrir les portes du côté business. Mais les gens utilisent ça comme un pont de couvrir leurs dépenses parce que soit ils vivent au-dessus de leurs moyens, là pour la plupart, soit ils devraient peut-être augmenter un peu les heures où ils travaillent ou bien, en tout cas, ils devraient chercher un autre moyen de ramener des revenus. D'accord, c'est entre les deux. Donc, parlons de ça, les structures. Donc, tu as plusieurs entités, right? Tu as LLC, tu as S-Corp, tu as C-Corp. Il y a beaucoup aussi dans notre communauté, quand on a commencé à les aider pour obtenir les financements de business ou bien même pour faire leurs taxes et tout. Ils ont des entités, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ces entités. Oh, j'ai mon magasin, j'ai un S-Corp. Ils ne savent pas pourquoi ils ont un S-Corp. J'ai un C-Corp. Ils ne savent pas pourquoi ils ont un C-Corp. Explique-nous la différence niveau fiscal, parce qu'il y a une très grande différence. LLC, S-Corp, C-Corp. Les implications fiscales pour les gens. Alors, on va commencer par le plus gros. Le plus gros, c'est le C-Corp. Ou bien on va commencer par le plus bas. Le plus bas, c'est le LLC. Ça, c'est le deuxième niveau de Limited Liability Company. Il y a l'entreprise individuelle qui est basée sur ta sociale. Donc, je peux faire du vélo ou bien je peux faire de la location sur ma sociale. Ça, c'est l'entreprise individuelle. À ce niveau, les taxes sont calculées sur la base de ta sociale, de tes revenus personnels. De tes revenus personnels. On ne fait pas de revenus de business. Si tu gères une entreprise sans créer un EIN number, tout le revenu que tu vas avoir, même si tu as un 9 to 5, ce revenu de business-là, au niveau individuel, va être ajouté à ton 9 to 5 pour te donner un revenu global. Et tu vas payer des taxes sur le revenu de ton 9 to 5, mais en plus de ton small business, qui est peut-être un e-commerce. Donc, tous ceux qui font les e-commerce, ils doivent, parce qu'ils n'ont pas de EIN. Si tu as un e-commerce que tu n'utilises pas un LLC, ce revenu-là doit être ajouté à ton revenu de 9 to 5. Wow. Du coup, et tu viens de te mettre encore dans une braquette de taxable de maladie. Tu viens de te mettre là, on va encore te chicoter là-bas pour que tu payes beaucoup de taxes. Après cette entreprise individuelle, la deuxième catégorie, c'est le LLC, qui est le Limited Liability Company, ou bien Limited Liability Corporation, c'est la même chose. Là, tu as tes recettes et tu as tes dépenses. Mais la différence, c'est que tu n'es plus liable, c'est pas toi qui es responsable si l'entreprise est en faillite. Si l'entreprise a des dettes, on vient saisir l'entreprise, mais on ne saisit pas toi, ton bien. Du coup, il est bien de gérer son activité sous couvert d'une entité morale, qui est le LLC. Donc, la taxation au niveau du LLC est totalement différente que la taxation au niveau du S-Corp. Le S-Corp, c'est la grande sœur du LLC. Le S-Corp, c'est lorsque tu as un revenu qui est un peu plus élevé que le LLC pour éviter la double taxation. Au niveau du LLC, si tu crées ton budget ou tu fais tes taxes, tu as un profit. Tu dois payer tes impôts sur le profit. Si tu es salarié dans ton LLC, sur tes paychecks, tu dois payer des impôts sur le salaire. Tu es taxé doublement. Au niveau du S-Corp, tu es taxé une seule fois parce que tu vas te payer, et le S-Corp, tu ne payes pas 2 fois les taxes. Tu évites la double taxation parce que tu as un niveau de revenu élevé. Et que si tu dois te payer un certain volume, la double taxation va te coûter plus cher. Au niveau de la ma recherche m'avait mené à ça, que c'est quand tu es au-dessus de 50 000 dollars, tu dois être dans les S-Corp, tout ça. Absolument. En dessous de 50 000 par mois, tu dois être en niveau LLC. Donc, au-delà de ça, on a les C-Corp. Les C-Corp, il faut comprendre que les C-Corp, c'est des sociétés qui fonctionnent sur la base de l'actionnariat. Amazon,
Coca-Cola, Pepsi, toutes ces grandes multinationales qui fonctionnent sur la base des actions. Donc, il y a plusieurs niveaux de taxation à ce niveau. Les actions qui sont payées aux actionnaires, en tant qu'individu, l'action que tu perçois, ou du moins le bonus que tu perçois, tu dois payer des taxes là-bas. Quand tu vas faire tes taxes individuelles, tu vas payer des taxes là-bas. Et si c'est une LLC qui a déclaré, ou du moins qui a payé les actions, tu dois payer. Donc, il y a plusieurs niveaux de taxation. Donc, là, on parle de multi-millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est quand ton business est vraiment, vraiment profitable avec le C Corp, parce que je sais que le C Corp, même aux États-Unis, c'est la seule entité qui te permet vraiment d'aller dans une seule banque et lever des fonds de malade en une fois. Absolument. C'est avec le C Corp, jamais avec le LLC. OK, donc ça c'est la différence entre ces trois entités-là. La famille, ça c'est très, très important. Bien sûr, on n'est pas vos avocats, on n'est pas vos conseillers financiers. Vous devez consulter vous-même vos conseillers professionnels. Mais il est important, souvent les gens ils pensent que consulter un CPA ou bien un accountant ou bien un attorney, ça coûte cher. Ça coûte même, parfois tu payes $450, monter avec un CPA, ils vont te dire exactement quelle entité par rapport à l'industrie dans laquelle tu es en train de te lancer ou bien tu es déjà. Ils vont t'aider à structurer tes corporations correctement, non? Juste avec un CPA. Oui, absolument. Il faut avoir un conseiller fiscal, un expert comptable qui pourra te dire, écoute, pour éviter de payer beaucoup de taxes, voilà comment tu dois gérer l'entreprise et voilà ce que tu dois faire. Consulter avec un expert dans ce domaine fiscal-là ne coûte rien. Souvent, on pense que les avocats coûtent trop cher, mais une consultation de 30 minutes, une heure de temps peut te permettre d'éviter de payer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars après. Donc, nous voulons encourager tout le monde à prendre attache avec les experts dans le domaine fiscal, des experts dans le domaine financier, surtout nos mamans qui sont dans les salons de coiffure, qui disent, on me dit que si je déclare tout ce que j'ai gagné honnêtement, les impôts vont me chicoter. En effet. Mais non, maman. Plus tu gagnes de l'argent, plus les banques vont te donner. C'est comme Parce ça. que tu as un salon de coiffure, pense à avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Agrandir ton business. Pense à agrandir ton business. Parce que si un seul salon te rapporte comme ça, imagine que tu en as 5. Tu sais ce qui est marrant? Toutes les autres communautés pensent comme ça à part nous. OK? Toutes les autres communautés, les Asiatiques, les Indiens, ils veulent toujours, si j'achète un UPS, par exemple, les Indiens, c'est eux qui monopolisent l'industrie de l'hôtel aux États-Unis, c'est eux qui monopolisent l'industrie des gas stations, c'est eux qui monopolisent l'industrie des UPS. Même les motels maintenant. Donc, quand ils achètent un, ils vont aller acheter une centaine. Maintenant, voici pourquoi ces communautés-là, même s'ils restent 100 ans aux États-Unis sans parler anglais, pourquoi ils sont respectés par non seulement les maires à la commune, et ils sont respectés par les banques et toutes les institutions. Parce que tu as vu, nous, maintenant, comme on a des relations dans la banque, on se rend compte qu'ils catégorisent les gens par communauté qui sert à rien et communauté qui sert à quelque chose qui est productif pour la société. Absolument. Si tu as un salon de coiffure et que tu as l'occasion, parce que ça marche bien, d'avoir une dizaine, une vingtaine, ça veut dire aussi que tu as l'occasion maintenant d'embaucher des gens locaux, donner du boulot aux gens, mettre certains d'entre eux, même si ce n'est pas tous, mais en payroll. Et maintenant, tu es un business owner qui est productif dans la commune où tu es. Et les banques communaux, là, d'ailleurs, il faudrait que tu parles de ces petites banques très, très puissantes. Quand tu vas chez les banques communaux, ils te regardent et disent, ah, mais Mamadou, ces entreprises, d'accord, c'est une personne qui sert à quelque chose dans cette société. Il donne du boulot, il participe, d'accord, aux local taxes, il participe à l'économie, quoi, à l'économie de la commune là où il vit. Donc, c'est une personne qui est productive ici. Donc, on va lui ouvrir les portes à plein d'opportunités. Donc, ne dormez pas là-dessus, la famille. Il y a que nous, les Africains, souvent, qui pensons toujours trop petits. On ne veut pas agrandir pour commencer à engager aussi nos ressortissants. Parce que si on regarde très bien, nous, quand on vient ici, on est toujours obligé d'aller mendier chez les autres communautés pour trouver du boulot. Absolument. Ou bien une autre communauté nous sponsorise. J'ai besoin de papiers. Je suis jeune, je viens d'arriver. J'ai besoin qu'un Indien me sponsorise pour que j'obtienne mes papiers. Right? Donc, on doit penser scale et agrandir aussi. Maintenant, Sommet, je sais que les gens qui ont Uber, les gens qui font... parce que Uber, ils sont en 1099. Lyft. Je sais que... C'est quoi? C'était avant-hier? C'était toute une histoire avec ça. Oui, avant-hier. Adresse-toi aux gens qui ont le même statut qu'eux, Uber et tout ça. Je sais qu'un des soucis, c'était ils ne se rendent pas compte que quand ils travaillent, la manière dont ils doivent déclarer les taxes, parce que Uber ne déduit pas leurs taxes
quand ils les envoient l'argent, quand ils travaillent, right? Donc, ces gens, adresse-toi à ces gens-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de plaintes, de frustration, pardon, la dernière fois que... Alors, il y a 2 niveaux de revenus qui sont le revenu versé à un individu. Le premier revenu, c'est le revenu du salaire déduit des taxes. C'est le W-2, ton employeur, il coupe déjà les taxes et il les reverse à l'État. Le deuxième niveau, ton employeur te prend comme un contractuel. Et en tant que contractuel, ton employeur ne coupe pas les taxes, il te verse une somme dans laquelle, toi, sous la base du contrat, tu dois enlever les taxes et payer à l'État. À la fin de l'année, l'employeur qui déduit les taxes, il va donner un W-2 à son employé. L'employeur qui t'a embauché comme contractuel, il va te donner un document qu'on appelle 1099, qui veut dire je t'ai payé 100 000, 200 000 sans déduire les taxes. Tu dois aller déclarer les taxes et payer ta part d'impôt. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que la plupart des chauffeurs Uber, Lyft et des taxis, ceux qui font le delivery, DoorDash, Instacart, tout ce qu'il y a comme travail contractuel, on a beaucoup de notre communauté qui y sont. Du coup, ils ne savent pas qu'ils doivent payer les taxes sur le revenu qu'ils perçoivent. Et à la fin de l'année, ils se retrouvent avec quelqu'un qui fait les taxes. Il va leur dire, il faut bien faire mes taxes pour que je ne paye pas. Je ne paye pas les taxes. Étant donné que ton employeur t'a pris comme contractuel et l'obligation de verser les taxes revient à toi, l'individu, pas l'employeur. Et les multinationales comme Uber et Lyft, ils sont spécialisés dedans. Du coup, mon frère Mamadou, tu as fait Uber, tu as eu $120,000 l'année en 1099. Est-ce que les $120,000, c'est vraiment l'argent que tu as reçu qui est rentré dans ton compte bancaire? Non. Parce que dans les $120,000, tu n'as pas encore déduit les taxes de l'État. Tu n'as pas encore déduit tes dépenses. Le carburant, la location du véhicule, les pannes mécaniques, la maintenance du véhicule et même l'amortissement dû au kilométrage. Parce que ton travail, c'est la conduite. Donc, tu prends une voiture neuve aujourd'hui, dans 2 mois, tu peux mettre 3 000, 4 000 km dessus. Donc, du coup, il faut tenir compte que l'amortissement du véhicule doit être une charge qu'il faut déduire pour que dans 3 ans, 4 ans, si tu déduis bien un amortissement, tu sois à mesure de remplacer ton véhicule. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nos frères, ils ne mettent pas quelque chose de côté pour les amortissements. Ils ne mettent pas quelque chose de côté pour les taxes. Et au moment d'acheter une maison, bien qu'ils aient fait un gros revenu, les taxes n'ont pas été payées parce qu'ils sont en faillite. Chaque fois qu'ils déclarent les taxes, il y a une perte. Quand ils veulent acheter une maison, on dit, mais tes 2 dernières années, ton activité n'a pas marché. Il dit, mais comment? J'ai fait $120,000. Frère, tu n'as pas fait $120,000 parce que le tax preparer a dit que tu as fait $120,000, mais tu as dépensé $130,000. Donc, du coup, tu as un résultat négatif de 10 000. Donc, 2 ans, tu viens voir une banque avec tes taxes de 2 ans pour acheter une maison. On te dit, mais l'année passée, tu as fait une perte de 10 000. Cette année, tu as fait une perte de 20 000. Frère, on ne peut pas te permettre d'acheter une maison. Tu vas rembourser comment? C'est la même chose si tu as quelqu'un de ta famille qui vient, qui te dit, écoute, je fais du commerce depuis 2 ans. Ou bien ça fait 1 an que je fais du commerce. Et j'ai besoin que tu me prêtes 50 000 parce que je vais retourner à Dubaï acheter de la marchandise. OK. Et tu leur demandes, OK, quel revenu est-ce que tu as ramené cette année? Ils te disent, ah non, j'étais négatif $11,000. Est-ce que tu vas leur donner tes 50 000? Absolument. Parce que ça veut dire qu'ils sont peut-être pas bons dans le business. Exactement. La banque regarde exactement de la même manière. Donc, la même manière que toi aussi, tu fais attention à ton argent. C'est vraiment des petites nuances, mais qui font beaucoup, beaucoup de mal à notre communauté. Et aussi, autre chose, je me rappelle, par exemple, quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup qui veulent acheter de l'immobilier aussi. On a une grande audience qui est intéressée dans l'immobilier. Quelqu'un qui a un 1099,
ou bien self-employed, right? Qui n'a pas les deux. Parce que quand tu as un W2, si tu veux aller te qualifier pour un FHA, d'accord, pour un first-time home buyer, si tu veux te qualifier pour ça, c'est facile où tu ramènes que 3,5% sur la table. Si tu as un W2 et que tes tax returns sont bien faits, 2 ans de tax returns, maintenant avec Trump, tu dois être résident permanent. Mais on a remarqué que les 1099, c'est un peu plus difficile pour eux quand ils veulent se qualifier pour l'immobilier, et spécifiquement s'ils veulent utiliser des choses comme le FHA. OK. Une des stratégies que j'ai vu apprendre, d'accord, nos clients ou bien les gens dans notre académie, c'est comment se mettre quand tu as un LLC, comment tu peux aller créer un LLC et te mettre toi-même sur payroll. Quand ton salaire, il vient, tu expliques un peu ce processus. C'était très, très intéressant. Alors, donc, pour éviter d'avoir les difficultés de pas payer les taxes, tu peux te payer toi-même comme salarié de ton entreprise. Yes. Alors, la première activité ou la première étape, le contrat que tu signes avec Uber ou Lyft, il faut le signer sur la base de ton entreprise et non sur la base de ton nom propre. Lorsque j'ai Mamadou Transportation qui signe le contrat avec Uber ou Lyft, Mamadou Diallo devient l'employé de Mamadou Transportation. Du coup, chaque mois ou chaque 2 semaines ou chaque semaine, quand Lyft te paye, l'entreprise paye Mamadou. Yes. Automatiquement, tu vas avoir un relevé bancaire avec déjà toutes les taxes déduites. L'avantage de ça, c'est quoi? Mamadou Transport, qui est ton LLC, en fin d'année va dire, j'ai fait 120 000, mais dans mes dépenses, j'ai un salarié, j'ai payé 80 000 à ce salarié. On déduit les 80 000, tu es encore profitable, 40 000. C'est ton LLC, mais en réalité, toi-même, tu as fait rentrer l'argent dans ton propre compte, ta propre entreprise, et le document fiscal des taxes payées te rend beaucoup de services lorsque tu fais tes taxes. Maintenant, l'implication de te mettre sur payroll, il y a aussi l'implication de taxes, bien sûr, mais je pense que c'est juste une question les gens ne comprennent pas comment s'organiser, parce que sur l'exemple que tu viens de donner avec l'individu qui fait Uber, à la fin de l'année, Uber n'a pas déduit. Normalement, à chaque fois que tu reçois, par exemple, tu reçois $1,000, avant de consommer les $1,000, tu devrais d'abord prendre la somme qui devrait aller aux taxes sur les $1,000, la mettre de côté et consommer le reste. Par exemple, si c'est $100, tu mets les $100 de côté, ça veut dire que tu as $900 à dépenser. Absolument. OK. Ce côté-là, si je prends mon LLC, je crée un LLC, je fais ça avec Uber ou autre, et je me mets sur payroll de mon entreprise. Quand je me paye par bi-weekly, par exemple, right? C'est la même stratégie-là que je fais de déduire ce que je devrais normalement mettre en taxes pour éviter... Comment tu approches ça? L'avantage de te mettre sous payroll, te payer toi-même. Alors, nous faisons le payroll qui est un service des ressources humaines. Yeah. Alors, les ressources humaines déduisent les taxes sur ton salaire. Et chaque mois, il y a une traçabilité de combien est déduit. Yes. À la fin de l'année, on va dire que tu t'es payé toi-même 80 000, mais sur les 80 000, tu as déjà payé plus de 12 000 de taxes à l'État. Et ce document de W2, il est présenté déjà à la fiscalité qui sait que Mamadou a payé 12 000 dollars en tant qu'individu. Donc, du coup, ce que tu n'avais pas réservé comme taxe dans Uber, tu l'as réservé en tant qu'individu. Les taxes sont payées sans que tu ne le saches. Tu ne sens pas ça. Parce que souvent, c'est la discipline de retirer l'argent des taxes et mettre de côté sans toucher. C'est ça. Mais lorsque tu te mets sous payroll, il y a un compte directement qui va directement au niveau de l'État où chaque fois que tu es payé, la partie des taxes est directement versée dans le compte du Trésor. OK, parfait. Donc, maintenant, on a adressé ça, comment se mettre sous payroll, parce que ça aussi, c'est très puissant. Ouais. Par exemple, si moi, je suis 1099 et qu'un jour, je compte acheter de l'immobilier, sachant que c'est un W2 qui peut me permettre d'accéder plus facilement à l'immobilier, je peux me mettre en tant que salarié de mon entreprise. Maintenant, je montre un salaire et maintenant, je peux utiliser ça derrière pour aller me qualifier pour un FHA. Parce que je me suis mis sous salaire de mon entreprise, donc je viens de créer un W2. Right? OK, magnifique. Donc, on ne peut pas parler de financement de business, business owners et tax returns sans parler de crédit aussi. Absolument. Parce que le crédit est vraiment la fondation de tout niveau accès financement de business derrière. Parce que même si tu as les tax returns, une chose qu'à chaque fois la banque va dire,
montre-nous ton crédit, ton credit score et ton crédit de profil. Alors, une des questions qui nous revient tout le temps. Quand on parle de score, les gens comprennent. Oui, j'ai 700 credit score, je suis bon. Mais dès qu'on dit profil, ça veut dire quoi profil? Explique-moi un peu. Quand on dit profil de crédit, un peu. Alors, pour le crédit, c'est un sujet que je vais prêcher toute ma vie aux États-Unis. Yeah. Que tu sois milliardaire, millionnaire ou pauvre, quand tu rentres dans une banque, crédit. Quand tu veux acheter un immobilier, crédit. Quand tu veux acheter louer une voiture, louer un appartement, crédit. Tu peux avoir $1 million et vouloir louer un appartement. On te refuse si tu as la liquidité et qu'au niveau de ton crédit, on n'arrive pas à vérifier ta crédibilité. C'est comme ça aux États-Unis. Le crédit, c'est un instrument sur lequel une banque, une institution juge quelqu'un pour le qualifier. Yeah. Est-ce que tu as déjà dans ton historique, by the way, chaque individu a un credit report. Yes. Le credit report, il est individuel. Le report de crédit, credit report en français, credit report, c'est ton rapport de crédit. Donc, sur la base de ton numéro de social sécurité, les banques donnent des informations au bureau. On a 3 grands bureaux aux États-Unis qui sont Experian, TransUnion, Equifax. Ces 3 bureaux reportent tout ton historique de carte de crédit, achat de voiture, location de maison et les paiements sur tous ces différents comptes. Si tu as un compte de voiture, que tu as acheté une voiture, tu vas faire les paiements à crédit. Chaque mois, on va rapporter à la banque ou la banque avec qui tu as payé la voiture va rapporter au bureau. Monsieur Mamadou n'a pas raté de paiement pendant 12 mois. Il a acheté une maison, il n'a pas raté de paiement sur la maison. Il a une carte de crédit, il a dépensé, il n'a pas raté de paiement sur le crédit. Ça, quand la banque voit ça dans ton rapport de crédit, ça te rend crédible et la banque a tendance à te donner beaucoup plus de produits pour accompagner ta ferme si tu es dans l'agriculture, ton élevage si tu es dans les bœufs et ton garage si tu es dans la mécanique. L'activité que tu fais montre que l'homme qui est devant nous, nous pouvons lui faire confiance. Yes. Nous pouvons lui donner toute la crédibilité parce qu'il y a un document qui montre qu'il n'a jamais eu de retard de paiement. Il n'a jamais pris une dette, une carte de crédit de 50 000, il a dépensé et il n'a pas été à mesure de payer. On a vu ça dans le report, que lui-là, il était un délinquant financier. Vraiment délinquant financier, vraiment comme ça, il te regarde en plus. Un délinquant financier et tu es rejeté. Pour appliquer pour un appartement, on te rejette. Pour un prêt et ça frustre parce qu'il y a des moments où des gens ont le dos au mur. Ils ont perdu leur boulot et ils n'ont même pas de crédibilité pour lever des capitaux pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est très stressant. Alors, je reviens à ta question. Tu demandes c'est quoi les comptes ou c'est quoi le... Tu as dit le credit score et le crédit... Le profil de crédit. Le profil de crédit. Yeah, credit profile. Yeah, le profil de crédit. Yeah. Maintenant, on sait avec les financements de business, le profil de crédit est plus important que ton score. Oh, yeah, absolument. Yeah. Alors, lorsque je suis une banque, que Mamadou vient me voir, et je regarde le report de crédit de Mamadou, je vois que Mamadou a une carte de crédit de $500. Il a une voiture qu'il a financée à $5,000 qu'il a payé cash. Je vais dire, mais ce monsieur, il a quelque chose dans son profil. Mais sur la base de ce que je vois là, je ne peux pas risquer un montant trop élevé. Donc, du coup, je peux lui donner, mais sur la base de ce que je vois dans son profil, s'il a $500, je vais lui donner un crédit de $1,000. Mais si M. Mamadou, il a des cartes de crédit de $25,000, $50,000, je vais dire, voilà ce monsieur, il est capable de gérer de grosses sommes. Donc, du coup, le banquier va dire, je vais lui donner 100 000, 150 000. Donc, ce que nous avons dans notre profil de crédit est très important, pas seulement le nombre de comptes, mais la limite sur nos cartes de crédit personnelles et aussi les différents comptes que nous avons. Si j'ai un compte qui dit que j'ai acheté une maison aux États-Unis dont la valeur dépasse $500,000, ça veut dire que je suis stable. En effet. J'ai une résidence. En effet. Et j'ai géré une grosse dette. Une grosse dette aussi, Et ça nous permet d'être vraiment au sommet
quand les banques veulent donner des grosses dettes. Mais celui qui a $500, $1,000 sur son profil de crédit, la banque trouve que cette personne est hésitante et elle n'a pas assez confiance en elle-même pour gérer de gros montants. Ou que personne ne lui a jamais fait confiance pour gérer des gros montants. Aucune banque, aucune autre personne. Parce que dans le financement de business, si tu n'es pas au-dessus de 30 000 plus sur ton profil personnel, exactement, tu ne peux même pas avoir des gros fonds pour la plupart du temps. Exactement. Donc, même si tu n'utilises pas les cartes de crédit, d'accord, vaut mieux les avoir et être en dessous de 10% d'utilisation parce que tu n'es pas censé, et c'est là que j'aimerais que tu adresses, tu n'es pas censé utiliser ça pour couvrir, tes dépenses que tu ne gagnes. Par exemple, je gagne que 2500, mais mes dépenses du mois avec l'appartement, la voiture louée, tout ce qui va avec, je suis à 3500 de dépenses et du coup, je vis sur une carte de crédit tous les mois. Mais sur ton profil de crédit, déjà, ils veulent voir une diversification de comptes. Mix accounts. Donc, ils veulent voir voiture, mortgage, mais il y a une manière aussi pour les autres comptes de les rajouter où c'est pas toi qui vas prendre le financement, mais tu peux acheter cette crédibilité, si tu veux expliquer ça aussi. Et comment est-ce que les gens, normalement, sont censés utiliser les cartes de crédit? C'est quoi l'objectif des cartes de crédit? Parce que les gens pensent que c'est pour couvrir leurs dépenses mensuelles au lieu de gérer un peu les finances et vivre sur nos moyens, quoi, au lieu de vivre au-dessus de nos moyens. Merci, Mamadou, pour cette question parce que le mythe qu'il y a derrière les cartes de crédit, c'est méfiez-vous des cartes de crédit. Faites attention aux cartes de crédit. C'est des dettes. Les cartes de crédit ne sont pas des dettes. Yeah, aux États-Unis, c'est pas... Les cartes de crédit sont désignées à observer les comportements financiers de quelqu'un. Yes. Est-ce que tu peux tout dépenser et puis repayer? Mais pourquoi je vais dépenser ce que je ne peux pas payer? C'est là que le problème du budget vient. Yeah. C'est pas parce que j'ai 25 000 disponibles dans une carte de crédit que je vais me permettre de faire des dépenses que je sais que mon salaire ne me permet pas de couvrir. Je dis, chacun de nous doit avoir un budget mensuel. Si mon budget mensuel, la maison, la voiture, les charges familiales, si c'est $5 000, mon travail, mon revenu doit être à mesure de couvrir ces $5 000. Yep. Si je travaille mensuellement, je n'ai pas un revenu de $5 000 et que j'utilise ma carte de crédit pour payer mes factures, il y a un déphasage, un décalage financier dangereux. Je dois prendre conscience pour dire soit je vis au-dessus de mes moyens ou je ne gagne pas assez, il me faut un deuxième boulot ou il faut réduire mon train de vie. Yes. La carte de crédit, c'est qui est beaucoup inconfortable pour la plupart des gens. Exactement. La carte de crédit doit être destinée à, si j'ai mon loyer qui est $1,000, mon travail doit me permettre de mettre mes $1,000 de côté. J'utilise ma carte de crédit, je paye, mais lorsque le paiement de la carte de crédit arrive, j'utilise les $1,000 que j'ai mis pour le loyer pour remplacer. Lorsque nous vivons sur la carte de crédit, nous dépensons tout ce qui est sur la carte de crédit et nous payons le minimum. Et le minimum, c'est un indicateur très dangereux que nous vivons au-delà de nos moyens. Ce n'est pas un péché. Nous pouvons prendre conscience, corriger et orienter les choses comme il se doit. Comment on doit utiliser une carte de crédit? Tu peux tout utiliser sur la carte de crédit. Mais il y a une date de paiement qu'on appelle le due date et il y a une date de report au niveau des crédits bureaux. Si j'ai une carte de crédit de 10 000 et que j'ai dépensé 5 000, le mois prochain, on va me dire la date de paiement, c'est le 15. Et la date à laquelle on va reporter au crédit bureau, c'est le 20. Je dois retenir ces deux dates. La date de paiement, je dois être à mesure de payer, si pas la totalité, mais la majeure partie de ce que j'ai dépensé. Sur 10 000, j'ai dépensé 5 000. L'idéal serait de payer les 5 000. Si je ne peux pas, je vais payer le maximum que je peux sur les 5 000. 4 000, 4 500. Le 20, on va reporter au bureau que M. Mamadou a payé 4 500 sur les 5 000 qu'il avait dépensé. Et maintenant, tu as encore une dette de $500 sur la carte de crédit. Voilà comment se fait le report. Mais on te donne une option, le 15. C'est le jour du paiement. Tu as dépensé 5 000. C'est pas grave. Si tu ne peux pas payer les 5 000, paye seulement $100.
Ça, c'est le minimum payment? Le minimum payment, Okay. c'est les $100. L'erreur que nous commettons, nous ne savons pas que le restant du montant impayé est frappé d'intérêt. Yes. Donc, j'ai payé $100 sur les 5 000, il me reste $4 900. Si ma carte a un taux d'intérêt de 10%, j'ai $490 qui vont venir s'ajouter sur le montant total. Du coup, 4 900 plus 490, ça dépasse encore les 5 000. 5 000 que tu avais à la base. Donc, du coup, les gens se posent la question, pourquoi je paye mon minimum et ma dette ne fait que s'enfler? C'est juste parce que les intérêts viennent s'ajouter. Évitez de payer le minimum. Si vous payez la totalité du montant dépensé à la date de paiement, vous n'allez jamais avoir des intérêts. Yeah. C'est très, très important, la famille, parce que le crédit, c'est ça qui vous débloque tout le reste derrière. Comme je vous dis, même par exemple sur l'exemple qu'il vient de donner ici, si vraiment vous voulez un jour aller obtenir des financements pour entreprendre, ouvrir un business, agrandir vos business, sur vos cartes de crédit personnelles, quand les banques regardent votre profil de crédit, ils veulent voir que vous êtes à moins de 10% d'utilisation. Ça leur montre que vous n'êtes pas une personne désespérée, en fait. Ça veut dire tous les mois, comme vous vivez au-dessus de vos moyens, vous êtes toujours obligé de max out, utiliser toute votre carte de crédit juste pour vous en sortir. C'est comme ça que la banque regarde. Alors que si vous utilisez que 10% du côté business, du côté personnel, et vous allez obtenir des gros financements du côté business, 50 000, 100 000, 150 000, vous pouvez tout liquider parce que c'est business. Et la banque savent que dans le business, tu dois tout investir, tu dois mettre tout l'argent au travail. Donc ici, de côté crédit Sommet aussi, right? Même dans notre académie, le cours du vendredi sur ça, une des choses que tu as montré là-bas qui est vraiment fascinant, c'est à quel point les bureaux des crédits ici, qui est quoi? Les 3 bureaux, c'est quoi? Equifax, TransUnion, Experian. Experian. À quel point est-ce qu'ils violent les droits des consommateurs aux États-Unis, d'accord? Et à quel point ils reportent des choses sur le crédit des gens où tu es bloqué maintenant à 400 credit score, 500 credit score, 600 credit score. Tu n'atteins jamais les 700 parce que tu as des trucs comme des late payments, des charge-offs, des choses qui abîment ton crédit et qui te retiennent dans une loupe où tu as du mal à aller débloquer les financements dont tu as besoin. Donc, parle un peu des choses négatives, non seulement qui peuvent affecter un crédit, mais des choses que parfois, même hier, je parlais à une dame, elle a fait l'erreur elle a payé une grosse somme, by the way. Tu vois, le collection. Elle a payé une grosse somme de collection. Maintenant, elle n'a plus d'argent pour venir faire une consultation pour réparer son crédit. Et du coup, le collection aussi va rester là-bas. Donc, les gens ne savent pas les choses que tu expliques. On parle un peu des négatifs à éviter sur le profil sur le crédit et comment tout est réparable aussi et les choses à éviter de payer s'ils l'ont, il faut aller réparer au lieu de payer. Alors, sur le profil de crédit, les banques veulent voir l'historique de paiement. Chaque fois que tu payes et qu'il n'y a pas de retard, excellent. Lorsqu'il y a un retard de paiement, c'est ce qu'on appelle late payment. Il y a une marque dans ton profil de crédit qui va dire est-ce que le retard de paiement, c'est juste 30 jours de retard de paiement, ou bien c'est 60 jours de retard de paiement, ou bien 90 jours, ou bien 120 jours. Après les 120 jours, la banque va se dire que tu n'es plus à mesure de payer et ils vont faire ce qu'on appelle charge-off. Le charge-off, ça veut dire la dette que ce monsieur nous doit, on ne peut plus collecter cette dette. Supposons que monsieur X me doit $5,000, ça fait 4 mois, il n'a pas payé. Le 5e mois, je vais écrire au département fiscal que j'ai cette dette que je n'arrive plus à recouvrer. Du coup, je vais envoyer un document là-bas avec le montant que je ne peux plus collecter. Et ce montant-là, je ne vais plus poursuivre le client parce que le département fiscal est déjà informé que ce montant-là, je vais le déduire de mes profits parce que c'est une perte pour moi. Du coup, si c'est une banque, la banque va dire, comme moi je vais déduire ce montant, je vais prendre cette dette-là, je vais vendre à une compagnie qu'on appelle Collection Company. Et le business de Collection Company, c'est de te harceler. Ils vont acheter une dette avec une entité. C'est des investisseurs de dette. Ils achètent des dettes. Donc, quand ils achètent cette dette, la première pression qu'ils vont mettre sur toi, c'est de reporter le collection sur ton crédit. Le collection va faire descendre ton crédit, va te faire perdre au minimum 100 points. Minimum 80 à 100 points. Lorsque ton score est descendu,
tu n'as plus accès au financement, tu es paniqué. Et qu'est-ce que le collection company va faire? Ils vont maintenant te harceler. Yeah. On t'appelle, on te menace, on appelle tes proches, on t'appelle à des heures tardives, on change de numéro. On te dit, mais écoute, on a besoin que tu payes aujourd'hui. Combien tu peux payer aujourd'hui? On ne te laisse pas dormir. Du harcèlement pour la collecte. Jusqu'à ce que tu te dis, bon, ils m'amènent trop. Sur les $1,000 que je dois, ils me disent de payer $500. Pourtant, en réalité, eux-mêmes, ils ont acheté la dette à $50 ou $100. Yeah. Donc, ce que nous conseillons, lorsque vous avez une collection dans votre profil de crédit, ne payez pas le montant. Il est illégal pour ceux qui ont acheté de collecter auprès de vous. La loi, logiquement, les interdit de collecter. Yeah. Maintenant, si tu connais tes droits et tu connais quel article de loi utiliser, c'est ce que nous utilisons pour remove, pour fight et puis retirer ça dans ton report. Parce que les crédits bureaux, ils sont là pour du business d'argent. Ils collectent des données, ils reportent des données pour que les banques voient ces données et prennent des décisions. Du coup, ces bureaux de crédit-là, ils détiennent ta vie. Parce que lorsque les éléments négatifs sont retirés, ta vie monte. Tu es qualifié. Tu peux acheter une maison. Tu peux avoir un prêt de $100,000, $200,000. Mais lorsque ils ont les éléments négatifs dans ton profil, que tu ne sais pas qu'on peut réparer ces crédits, tu es bloqué. Tu es bloqué. Yeah. Donc, ne jamais payer une collection. Ne jamais payer une collection. Alors, donc, on a les late payments, qui sont les retards de paiement, qui sont très négatifs dans les profils de crédit. On a les charge-off, qui sont les dettes incollectables, si je peux qualifier ça comme ça, c'est exactement ça, qui ne sont pas recouvrables. On a les collections qui sont aussi très négatifs. Voilà ce qui est light, ce qui est moins grave. Ce qui est plus grave, c'est le bankruptcy. Quand tu déclares faillite, il faut que tout le monde comprenne. Déclarer faillite aux États-Unis parce que tu ne peux pas payer tes dettes, tu te mets en prison pendant 10 ans. En effet. Tu ne pourras rien faire de ta vie ici. Si ton crédit est gâté, viens, nous allons le réparer. Ça peut prendre quelques mois. Parce que c'est une procédure juridique. C'est la loi que nous utilisons pour dire vous avez violé le droit du consommateur de tel client parce que dans le report que vous avez fait, il y a des incohérences, il y a des erreurs. Et les statistiques montrent que 80% des reports de crédit ont des erreurs. Ils ont des erreurs et nous capitalisons sur ces erreurs avec la loi pour les corriger. Donc, le bankruptcy, se déclarer faillite, c'est très dangereux. Il ne faut pas le faire. On a les tax liens. Donc, ce que je suis en train de citer maintenant, c'est ce qu'on appelle public record. Public record, yes. Et ça, c'est dans les données de l'État, des données fédérales. Donc, il y a une base de données sur lesquelles, quand on va et on te trouve là-bas, c'est grave. Du coup, la pire des choses à éviter, comme je le disais, c'est les public records. Et dans les public records, on a le bankruptcy, qui est la déclaration de la faillite, qui est un élément très, très, très négatif. Celui-là, il peut vous faire chuter le score de crédit de 200 points. En plus de bankruptcy, on a ce qu'on appelle les tax liens. Les tax liens, c'est lorsque tu dois aux impôts sur tes taxes. Quand tu as une dette de l'ARS, on peut reporter sur ton crédit personnel. Et lorsque on voit le tax lien, ça te drop le score de plus de 150 points. Et catégoriquement, les banques vont te refuser. En plus de ça, on a les child support, les allocations familiales. Lorsque ce n'est pas payé, on reporte dans ton crédit, ça te chute le score. Grave en plus. Grave. Parce que les banques, certaines banques même ne tolèrent même pas quand ils voient un child support. Parce que ça veut dire que toi, le père, tu es irresponsable. Tu ne prends pas soin de ta progéniture, de tes enfants. Si tu ne payes pas l'argent pour tes enfants, est-ce que c'est à moi, la banque, que tu vas payer? Voilà. Du coup, c'est des choses qui sont tellement importantes que nous devons comprendre. Et quand vous venez pour une consultation de crédit, nous essayons d'analyser tout ça, de vous présenter votre cas particulier et d'apporter des solutions personnalisées. Parce que c'est très individuel. Il est
tellement individuel que on ne peut pas prescrire le même médicament à tout le monde. Et les objectifs de tout le monde diffèrent aussi. Exactly. Parce que j'ai remarqué la manière dont on prépare le profil de crédit de chacun dépend de l'objectif derrière. Exactly. Quel montant est-ce qu'on vise? Dans quelle industrie tu veux investir? Et tout ça, ça joue un rôle sur la manière dont on construit ton crédit. Maintenant, une chose très importante avant qu'on termine ici, by the way, la famille, on va vous ramener un deuxième épisode sur ce sujet ici. D'accord? Aujourd'hui, on a un peu moins de temps, mais on va vous ramener un deuxième épisode. On va adresser toutes les choses qu'on a oubliées ici. Mais toutes les semaines, maintenant, on vous promet, on va vous donner au moins un épisode comme on a beaucoup de demandes. Mais, Sommet, une fois, je t'ai vu montrer aux gens, par exemple, qui se sont fait refuser, leur profil de crédit était nickel. Leur score était nickel. Ils ont acheté le H-Corp, le LLC AG. On est parti en financement et la banque a trouvé quelque chose sur leur public record, background. Et une fois dans notre académie, tu as montré à tout le monde quelle est la compagnie qui store toutes tes données où tu dois normalement aller là-bas et réclamer et nettoyer ça parce que même on a remarqué que certains, leurs assurances de voiture augmentent tout d'un coup. Parle un peu de ça, c'était très très fascinant et on va clôturer sur ça. Alors donc, en tant qu'individu vivant aux États-Unis, dès que tu as un numéro de Social Security, il y a une collecte des données qui est faite sur ta vie. Les crédits bureaux, ils collectent les données financières seulement. Les Consumer Reporting Agency, ils collectent les données sur toute la situation de ta vie. Il y en a au moins une dizaine. Il y a le plus gros qui est LexisNexis. LexisNexis, yes. LexisNexis est un grand bureau de données, de bases de données qui parle de tout ce que tu as eu comme accident, tout ce que tu as eu comme ticket de circulation, tout ce que tu as eu comme accident à faute ou à raison, toutes les adresses où tu as vécu, tous les emplois où tu as appliqué, ils ont une historique terrible de ta vie. Même moi, j'ai acheté des données avec eux, des propriétaires en détresse pour l'immobilier. Exactement. Donc, c'est une base de données publique. Et les investisseurs, les banques vont là-bas pour jeter un coup d'œil, pour regarder la base de données du client, s'ils doivent approuver ou ne pas approuver sur la base de ce qu'ils voient dans les données. Yes. Et il est très important que chacun de nous comprenne que ces données-là, il peut avoir accès à ça gratuitement. Regardez ce qu'il y a dans ton background, nettoyer et être qualifié. Tu peux avoir un profil de crédit parfait, income parfait, score parfait. Mais lorsque dans ton background, il y a des choses comme il avait des comptes qu'il a fermés avec des balances négatives, il a des chèques qu'il a émis sans provision. Il jetterait aux États-Unis. Vraiment, c'est des choses extrêmement dangereuses qui peuvent te bloquer. Donc, il y a des moments où nous n'avons pas ces informations. Seuls les banquiers te disent, nous t'avons refusé tel ou tel financement, mais nous ne pouvons pas te donner la raison. Donc, il y a beaucoup de bureaux qui ont des données sur le paiement de l'électricité, sur les comptes bancaires que tu as ouverts, sur même les soldes de toutes tes banques. Et il y a tes bases de données qui sont quelque part dans un bureau où on te dit il maintient moins de $10 dans son compte, il a toujours plus de $1000 dans son compte. T'as pas de vie privée aux États-Unis. Tu n'as pas de vie, tout est sur la place publique. Légalement, c'est vendu, revendu. Exactement. Donc tu peux aller chez LexisNexis et réclamer ton... Exactement, tu vas chez LexisNexis, on va t'envoyer un gros rapport. Je me rappelle quand je commandais le mien, c'est plus de 400 pages. Alors donc, toutes tes bases de données sont là, les adresses, les emplois. Surtout, c'est un document qui est LexisNexis CLUE, C-L-U-E. Ce document-là, c'est la vie de l'assurance de la personne. Tous tes accidents à faute ou à raison, les tickets de police, c'est stocké là et c'est là que les assurances vont regarder et ils te tuent en termes du prix d'assurance de la voiture. Tu peux voir quelqu'un qui paye l'assurance $80 par mois, quelqu'un d'autre paye $300 par mois. Pourquoi la différence des prix? Sur la base de ton report de LexisNexis. Et tu peux aller voir, discuter, annuler, et débattre avec eux et enlever tous les éléments négatifs. Du coup, l'assurance qui était élevée va baisser.
Incroyable, incroyable. Et ils sont obligés de te l'envoyer parce que c'était donné. Tu dois juste faire une réclamation et après savoir bien sûr comment enlever ça. Et c'est là que vous consultez quelqu'un comme Somé. Il a tout un département où il aide avec des choses comme ça. Mais la famille, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va vous refaire une deuxième épisode, ok? D'ailleurs, si vous ne savez pas, on a un département qui vous aide à obtenir des financements de business aux États-Unis. On a un département qui vous consulte aussi et vous aide à réparer votre crédit ou bien vous aide même à créer si les gens n'ont pas de profil de crédit du tout. On a déjà créé plein de nouveaux profils et structuré de la bonne manière parce qu'une des erreurs, on n'a pas eu le temps d'en parler ici, c'est les gens qui vont à la banque et prendre juste une carte de crédit de $500 et après ils ont un score et ils pensent qu'ils ont un crédit. Tu n'as pas un crédit, tu as besoin de moins 7 différents comptes pour avoir un profil de crédit solide aux États-Unis. Donc c'est une erreur d'aller à la banque et juste prendre une carte de crédit de $500, penser que tu as un profil, d'accord? Donc, et ce que j'aime avec notre département de crédit, c'est pas juste réparer, c'est littéralement l'éducation. Tous les vendredis soirs, à 19h30 heure new-yorkaise, Somé est là-bas, il donne des cours sur ça, il vous montre comment lire votre profil de crédit, comment le crédit fonctionne, les bureaux, tout ce dont il parle ici, mais un peu beaucoup plus en détail. Et d'ailleurs, on va parler de la formation qui arrive où tu montres les gens comment créer leur compagnie de réparation de crédit pour générer des revenus avec. Là, c'est littéralement transformé. On va ouvrir les portes sûrement à partir de la semaine prochaine. D'accord? Pour les gens qui sont intéressés à l'immobilier aussi, on a une formation qui va commencer où en 6 semaines à 90 jours, on va vous prendre absolument zéro à générer $1,500 à $2,000 net sur votre premier bien immobilier où vous allez dépenser très peu d'argent ou bien il y a une stratégie qu'on peut vous montrer dans notre académie où vous dépensez même pas l'argent de votre poche. D'accord, la famille? Donc, on va commencer tout ça. Et pour les truckers aussi, je sais qu'il y a la formation qui arrive pour le dispatching et puis les truckers, ceux qui veulent faire le business de trucking, la famille. D'accord? Donc, on va lancer notre épisode. Dis-leur où est-ce qu'ils te trouvent dans les réseaux sociaux. Alors, dans les réseaux sociaux, c'est Somé des Credit Experts. Mais plus important, on a un website qui est www.creativecreditcashflow.com. Et je vais le mettre en dessous dans la description. Lorsque vous allez sur ce site, vous allez voir tous nos produits, la création des LLC, la réparation du crédit, le financement des business et les achats des livres numériques. On a des livres sur le budget, des livres sur la réparation du crédit. Vous pouvez vraiment vous imprégner et vous auto-éduquer. Il est très important que nous ayons l'information juste ici aux États-Unis parce que qui a l'information alors ici aux États-Unis et nous sommes là pour vous. Merci pour votre attention. Voilà famille, on va vous voir à la prochaine épisode. Comme j'ai dit, on va essayer chaque semaine de vous donner une épisode, d'accord? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Laissez des commentaires en dessous. S'il y a un détail ici qu'on a oublié, que vous aimeriez qu'on adresse un peu plus sur, d'accord, sur nos épisodes, il faut nous le dire aussi. Mais comme Somé il dit, on est un one-stop shop. Vous pouvez venir chez nous pour tous ces services ici. Non seulement on vous éduque, mais on vous aide aussi avec la famille, d'accord? Donc, d'ici la prochaine fois, gardez la mentalité boom, soyez braves, soyez obsédés, soyez optimistes et gardez une mentalité abondante. Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. On vous voit à la prochaine épisode de la famille. Boum, boum, boum.